Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai des gens qui m'ont demandé comment ça se passait quand on achetait notre première maison, comment ça fonctionnait un peu avec le financement, les règlements, un RAP, toutes ces choses-là par rapport à l'âge. Donc, j'ai décidé de répondre à certaines de mes amis qui m'ont posé la question par une vidéo, ce qui est beaucoup plus simple, avec plusieurs informations que tu pourras consulter par la suite. Fait que c'est parti. Donc, achat d'une première maison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas si sorcier que ça, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même le savoir. Il y a quand même certaines précautions à prendre, il y a certaines choses à penser et à vérifier. On pose souvent la question, c'est plus rentable d'acheter une maison, c'est mieux d'avoir une maison que d'être à logement. C'est pas toujours vrai, malheureusement. Tout dépendant des circonstances, du nombre d'années, parfois c'est plus rentable d'être à logement, parfois c'est mieux d'avoir une maison à cause de l'investissement, mais on va regarder tout ça ensemble. Premièrement, plusieurs choses à penser. Si tu veux t'acheter une maison, que ce soit la première ou que ce soit la deuxième, la troisième ou la énième, tu dois choisir l'environnement, l'endroit où tu veux être, dans quelle ville, quelle campagne, quel village. Est-ce qu'il y a des services? Est-ce que tu as besoin des services ou tu n'en as pas de besoin? As-tu des enfants? Es-tu à ta retraite? Qu'est-ce qu'il y a de l'air, ton voisinage? Est-ce que tu habites à côté des motards? Est-ce que tu habites à côté des personnes âgées? Est-ce que tu habites à côté d'une jeune famille? Beaucoup de questions à se poser et à vérifier parce que une fois que c'est fait, une fois que c'est choisi et que la transaction est faite, c'est difficile parfois de revenir en arrière et de passer à autre chose. Quel genre de maison tu veux? OK? Unifamiliale, un immeuble à revenus, une petite maison coquette, un cottage, un split level, autre chose. C'est important de se poser la question. Et si tu es en couple, si tu as quelqu'un dans ta vie, tu as des enfants, il faut considérer ça aussi. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui est juste pour toi ou juste à ton goût, à toi. Il faut considérer les goûts, les besoins et les désirs de l'autre personne aussi. Sinon, tu vas être malheureux. Est-ce que tu vas faire affaire avec une caisse, une banque? Est-ce que, bon, un petit conseil que je peux donner parfois, tu peux contacter une caisse, une banque ou une institution financière dans la région où tu voudrais acheter. Parfois, il y a des reprises de finances. Nous, notre première maison, quand on l'a achetée, c'était une reprise de finances. On l'a râpé. On a râpé notre deuxième maison aussi qu'on a actuellement. Mais la première, c'était une reprise de finances. On l'a pris moins cher et c'est la Caisse populaire qui le chuchotait, donc s'occupait de la maison pendant qu'il n'y avait personne dedans. Donc, on était sûr que c'était bien entretenu et qu'il n'y aurait pas vraiment de problème dans ce sens-là. Ça peut être intéressant de choisir une reprise de finances. Euh, il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est possible d'aller chercher une préqualification hypothécaire. Je vais mettre le curseur ici. Une préqualification hypothécaire, ça veut dire que ça confirme que tu peux acheter une maison qui vaut tant, qui est tel montant. Ça veut dire qu'au crédit, ça passe. Ça veut dire que si tu achètes une maison 250, 300, 400, 500, 550 000. Si tu as déjà ta préqualification, ça veut dire que ton prêt est presque assuré. Ça veut dire que ça va y aller, ça va fonctionner. Ça peut être intéressant de se faire des préqualifications dans différentes institutions financières. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'institution financière avec laquelle vous faites affaire pour vos opérations normales de tous les jours. Okay? Est-ce que tu es capable de mettre 20 de mise de fonds? Normalement, partir en business, acheter une maison, du moment qu'on veut faire un emprunt, généralement, l'institution prêteuse est prête à te passer jusqu'à 80 du montant que tu as besoin. Et ils s'attendent à ce que toi, tu mettes 20 de ton argent, peu importe la provenance de l'argent. Bon, tant que ce n'est pas du blanchiment d'argent, on s'entend, tant que ça reste légal, mais on va te demander de mettre 20. Donc, ça veut dire que tu as besoin de 100 000 ben, tu dois être capable de fournir 20 000 l'institution va te prêter 80 000 C'est ça que ça veut dire. OK? Mais souvent, les jeunes familles, maintenant, avec l'inflation et tout ce qui se passe, pas les moyens vraiment d'acheter une maison. Donc, on va donner 5 ou 10 de mise de fonds. OK, en général, pour le résidentiel. Et la balance, c'est la SCHL, c'est comme SCHLD, c'est un peu dur à dire. Bon, donc la SCHL, qui est comme une assurance hypothécaire, si on veut, qui va
prêter la balance, qui va fournir la balance moyennant certains frais. Okay? Est-ce que tu veux utiliser ton REER comme mise de fonds? Si tu es en couple, ton conjoint, ta conjointe peut mettre aussi une partie de son REER. Tu peux aller chercher jusqu'à 35 000 par REER, par personne, que tu peux sortir sans payer de l'impôt dessus, bien entendu, si c'est dans le but d'acheter une maison ou c'est dans le but d'aller aux études. Donc, le gouvernement ne vous imposera pas, il ne t'imposera pas là-dessus, en fait. C'est ce qui va arriver. Est-ce que tu voudrais plutôt utiliser le CELIAP? En fait, non, tu n'utiliseras peut-être pas le CELIAP parce que même s'il a été instauré au 1er avril cette année, il y a beaucoup d'institutions financières qui ne sont pas prêtes à le mettre de l'avant. Ça va aller plus en juillet et au mois d'août dans ce sens-là. Donc, généralement, le CELIAP, ça va venir un petit peu plus tard. La seule différence, donc il y a beaucoup de différences entre les deux, mais la seule grosse différence, je pourrais dire, c'est que le REER, tu as 15 ans pour rembourser. Donc, si tu sors 35 000 de ton REER, pour acheter une maison. Tu as 15 ans pour rembourser ton 35 000. Sinon, après ça, le gouvernement va t'imposer sur la balance qui reste à remettre dans ton REER. Donc, il va l'ajouter à ton revenu. Tu vas être imposé sur ce revenu-là qui est ajouté. Le problème que tu n'auras pas avec un CELIAP, tu n'as pas à le rembourser après 15 ans. Il y a plein d'autres détails. Je ne rentrerai pas dans les détails ici parce qu'il y en a beaucoup. Je ne veux pas que la vidéo dure 1 heure non plus nécessairement, mais j'ai fait d'autres vidéos précédemment, les mois passés, qui expliquent un peu ça. Et vous allez voir, en fait, tu vas voir dans cette présentation-là, j'ai mis plein de liens. Donc, si tu vas voir les liens web, ça l'explique tout, ça s'explique tout seul en fait. OK? Ou as-tu d'autres argent à quelque part que tu peux te servir de mise de fonds? OK? Ça, c'est important parce que plus que ta mise de fonds va être haute, en fait, plus que ton hypothèque va être basse, surtout avec les taux d'intérêt actuellement, ça va t'aider à la payer plus vite. OK? Magasine ton institution pour avoir le meilleur taux possible. Est-ce que tu vas prendre un taux fixe, un taux variable? Ça dépend. Quand les taux sont très, très bas, c'est mieux de prendre un taux fixe 5 ans parce que quand ça change, au moins, ça ne bouge pas. Si tu prends un taux variable, ben là, quand les taux bougent, si le taux directeur du Canada monte, ben toi aussi, tu vas monter. Ça fait comme une petite barque sur les vagues. C'est toujours insécurisant un peu quand il commence à avoir des grosses vagues. OK? Tandis que si c'est un taux fixe, c'est un peu comme si c'était dans un gros paquebot ou un bateau de croisière. Donc, même s'il y a des vagues, tu ne te casses pas la tête avec ça. OK? C'est un peu ça que ça veut dire. Tu peux aussi passer par un courtier hypothécaire, donc comme Multiprêt ou autre, il y en a plusieurs. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils magasinent les différentes institutions financières, ils trouvent le meilleur taux possible, ils vont prendre un pourcentage, une petite commission là-dessus, et tu vas avoir le meilleur taux. Nous, on a toujours passé par des courtiers hypothécaires, pas multiprêt, il y en a d'autres, puis on a toujours réussi à avoir des taux plus bas généralement que le marché, même actuellement, parce que même dans mon cas, j'ai dû renouveler mon hypothèque il n'y a pas très longtemps, mais j'ai réussi à avoir des taux bien en bas de 5 et j'en suis bien content, honnêtement. Connais-tu ta cote de crédit? OK? Et ton ratio d'endettement? Ta cote de crédit, c'est très important parce que c'est ça qui dit aux institutions prêteuses, en fait, que ce soit une institution ou un prêt privé, un prêteur privé, qui dit si je devrais te passer de l'argent ou pas. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin, mais en gros, ça joue entre 300 et 900. Si tu es en bas de 700, c'est toi qui vas prier pour que l'institution te prête. Si tu es en haut de 700, 750, c'est eux qui vont te prier de prendre un prêt avec eux. C'est ça que ça veut dire en gros. Si ta cote est dans les 800, 850, c'est parfait. Tu peux demander ce que tu veux. C'est sûr que tu vas l'avoir. Aucun problème avec ça. Okay? Ton ratio d'endettement, en fait, la caisse ou la banque, peu importe, va calculer ton revenu ou tes sources de revenus et va déduire ça de toutes tes dépenses, de tes cartes de crédit, de tes dettes. Et là, il y a un pourcentage qui va sortir de ça. Techniquement, il ne faut pas que ton ratio dépasse 35 Si ton ratio d'endettement est à 35 et plus, ça se peut que tu n'aies pas le prêt ou ça se peut tout simplement qu'on te prête, mais un taux d'intérêt un peu plus haut. C'est un peu nono d'un côté parce que ça n'aide vraiment pas la personne qui emprunte de l'argent, mais c'est ainsi que notre système capitaliste est fait. On va dire ça comme ça. OK? L'espèce de taxe de mutation.
la fameuse taxe de bienvenue dont le ministre Bienvenu qu'on a tellement accusé, finalement, à tort et à travers, parce qu'on a dit que c'est de sa faute à lui qui a mis cette taxe-là. C'est pas lui, finalement. Donc, j'ai mis un petit reportage de TVA Nouvelles. Donc, ce petit reportage-là va excuser complètement le ministre Bienvenu qui s'était désisté de ses fonctions bien avant que cette taxe-là soit imposée. Mais on n'y peut rien, elle est obligatoire, il faut la payer une fois qu'on a fait l'acquisition d'une maison ou d'un édifice quelconque. Fais-tu tes paiements au mois ou aux 2 semaines? Quand ça va être le temps que l'hypothèque va être réglée, que tu vas passer chez le notaire et que tout ça va être réglé, en fait, tu vas avoir le choix de faire tes paiements au mois, aux semaines, aux 2 semaines. Généralement, on va les faire aux 2 semaines. Tu vas clairer, en fait, tu vas clairer l'intérêt un peu plus vite, la façon que le taux est calculé. Et plus tard dans la vidéo, j'ai préparé en fait un petit document Excel qui montre en fait, selon le prêt, selon la durée, selon le taux d'intérêt, quelle partie qui va en intérêt et quelle partie qui va en capital. Donc, aux 2 semaines ou aux semaines, des fois, ça va un petit peu plus vite. Tu peux sauver peut-être 3, 4, 5 ans, quasiment tout dépendant de paiement. Euh, les crédits d'impôt, oui, quand tu achètes une première maison ou une deuxième première maison quand tu rates, tu as droit à des crédits d'impôt au fédéral et au provincial. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin. Puis, non, autant que possible, prends pas l'assurance hypothécaire. Si tu es en santé, si tout va bien dans ta vie, si tu as déjà des assurances collectives au travail, personnel, peu importe, ne prends pas l'assurance hypothécaire, ça ne sert à rien. Assure-toi plutôt que tu es dûment assuré pour toi et ta famille et que ton édifice, ta maison, est assuré en conséquence que si toi, tu disparais, que le chèque que la compagnie d'assurance va remettre à ceux qui restent, à ta famille, va pouvoir permettre de payer l'hypothèque au complet. En fait, l'assurance hypothécaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège ton créancier, elle protège ton prêteur, mais pas toi. Donc, si toi, il t'arrive quelque chose, que tu as l'assurance hypothécaire qui vient d'une institution financière, en fait, la compagnie d'assurance va rembourser l'institution financière, en fait, ce qui reste à payer sur la maison, ce qui est un peu ridicule du point de vue du consommateur. Mise de fonds. Donc, est-ce que tu peux mettre 20 ou plus? Si tu ne peux pas, tu peux mettre seulement 5 ou 10 la SCHL va s'en occuper pour toi. OK? Et là, tu vas avoir certains frais qui vont varier de 0,6 à 4,5 selon le montant de l'hypothèque. OK? Mais ça te permet quand même d'avoir ta maison, ça te permet d'avoir ton chez-toi. OK? Donc, j'ai mis un lien ici, juste le consulter. Puis, c'est self-explaining, ça s'explique de lui-même. OK? Euh, pour ta mise de fonds, OK? Si tu rappes, OK, tu peux rapper par partenaire. Donc, si tu es en couple, tu as un partenaire, peu importe, les deux personnes peuvent sortir l'argent de l'OREA jusqu'à 35 000 chacun et s'en servir, donc un 70 000 de cash down. C'est possible, mais n'oublie pas, tu as 15 ans pour rembourser, sinon tu vas être imposé sur ce que tu n'as pas remboursé dans ton REER et ça va être ajouté à ton revenu que tu fais dans ton travail. Tu peux rapper une deuxième fois après 4 ans. Nous, on a rappé une deuxième fois après 12 ans. Donc, notre deuxième maison qu'on a, on l'a rappé aussi. On a sorti l'argent de nos REER pour faire notre cash down, tout ça, et on le rembourse en même temps. Donc, il faut attendre 4 ans. Et le conjoint et l'autre personne, les deux conjoints. Okay? Mais c'est possible de rapper plusieurs fois, mais il y a un 4-5 ans entre les deux qu'il faut attendre. On ne peut pas en dedans de ce temps-là. En fait, c'est tout expliqué ici. OK? Le CELIAP, des chances que tu ne puisses pas excusez-moi, que tu puisses pas l'utiliser parce qu'il est en vigueur, mais il n'est pas encore instauré complètement. Et ça, tu as une durée aussi de 15 ans pour cotiser. Donc, tout dépendant de ton âge, si tu as 35 ans et moins, c'est bon. Si tu es rendu à 40-50 ans, c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir un CELIAP. OK? Mais j'ai mis les informations là. OK? Et le CELI, si tu as déjà un CELI, donc un compte libre d'impôt, un compte d'épargne libre d'impôt, puis que tu as de l'argent dedans, tu peux le sortir sans aucune conséquence. Tu peux le rembourser quand tu veux. Tu n'as pas de délai pour le rembourser. Tu peux sortir cet argent-là aussi pour t'en servir comme cash-temps. OK? En fait, et tu peux prendre ton argent personnel, avoir de la famille, des amis qui vont te prêter ou de te donner un montant d'argent aussi. L'idée de ça, c'est de mettre une mise de fonds la plus haute possible pour faire un emprunt le plus petit, le plus bas possible, pour payer le moins d'intérêt le moins longtemps possible, pour que ta maison te coûte moins cher. Parce que
Généralement, tu vas prendre 20-25 ans pour payer ta maison. Ta maison va te coûter 100, 150, 200 000 de plus, peut-être même plus avec le temps, à cause des intérêts, à cause de différentes choses. Donc, idéalement, tu ne veux pas ça. OK? Prêteur hypothécaire. Trouver une institution, bon, ce qui est le plus sécuritaire ou safe, passer par une banque, passer par une caisse qu'on connaît. Ça peut être une banque aussi virtuelle sur Internet, c'est pas grave dans ce sens-là. L'idée, c'est de passer par une institution connue et reconnue. Okay? Généralement, quand c'est accepté, le prêt est accepté, à chaque année, tu as le droit de mettre 10 de la valeur de l'hypothèque sans pénalité, donc pour clairer plus vite ton hypothèque. Et tu peux aussi, à tous les mois, si tu veux, doubler tes mensualités. Fait que tu peux aller dans ton compte de prêt hypothécaire et doubler tes montants tous les mois si tu veux, sans pénalité. OK? Tu ne peux pas donner plus parce que là, sinon, il va y avoir des pénalités. C'est expliqué ici. Tu peux te trouver aussi un courtier hypothécaire, multiprêt, autres. Nous, on a passé avec eux qui sont au centre-ville de Montréal. Ils sont vraiment des champions pour trouver des bons taux d'intérêt, plus bas que les banques, les caisses en général. Donc, je vais en profiter de faire une petite publicité pour eux en même temps. Donc, c'est mentionné ici la façon que ça fonctionne. Sont très professionnels aussi. Trouver un prêteur privé, ça, c'est en dernier recours. Le prêteur privé, lui, va te charger plus cher. Il peut te charger entre 5 et 12 Donc, ça va te coûter plus cher, mais tu peux avoir un prêt quand même. C'est un peu comme une deuxième chance ou une troisième chance au crédit, là, comme quand tu te promènes sur la route, là, tu vois des garages, puis ça te dit deuxième, troisième chance au crédit si tu vas avoir une voiture. C'est un peu le même principe, mais ton intérêt va être plus haut, ça va te coûter plus cher pour acquérir ton bien avec le temps. Il y a le phénomène de l'hypothèque inversée que je connais moins. OK, je connais moins, mais j'ai mis l'information quand même parce que pour les 55 ans et plus, selon le cas, ça pourrait être intéressant à éviter, bien entendu, mais dans certaines conditions, si la personne n'a vraiment pas d'argent puis elle veut acheter, puis qu'il y a des bonnes assurances, ça pourrait être intéressant dans ce sens-là. OK? Mais je ne connais pas beaucoup, mais j'ai mis le lien là, si tu veux t'informer, libre à toi. Euh, Chercher le meilleur taux d'intérêt, le meilleur type. Euh, j'ai mis le site de Multiprêt, sont très bons, sont très bien, puis ça l'aide à trouver vraiment les meilleurs taux. C'est ce qu'ils font eux-mêmes pour magasiner. Donc, tu peux toujours partir avec ton petit pad, ta petite valise, puis faire toutes les banques, toutes les caisses dans ta région. Mais des fois, ça va plus vite juste passer par un courtier hypothécaire. Connais-tu ta cote de crédit? Donc, les cotes vont varier entre 300 et 900. Si tu es à 700 et plus, tu es correct. Tu ne casses pas la tête. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir ou presque. Si tu es entre 750 et 800, c'est encore mieux. Puis c'est entre 800 et 850, là, oh là là, c'est merveilleux. OK? Tout ce que tu veux, tes désirs, tu vas les avoir. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si tu es en bas de 700, c'est une autre histoire. OK? Si tu demandes un prêt, peu importe l'institution, peu importe le prêteur, ils vont être réticents un peu et ça va te coûter plus cher sur le long terme. Mais tu vas peut-être l'avoir quand même. Si tu es en bas de 500, là, c'est plus difficile parce que là, ça approche plus la remise au consommateur, on s'approche plus de la faillite dans ce cas-là. Là, c'est moins probable la possibilité d'avoir un prêt. Okay? Donc, j'ai mis le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui explique très bien c'est quoi, mais si vous allez sur le site de Equifax, TransUnion ou autre, c'est tout expliqué comment ça fonctionne. Puis en passant, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Hein. C'est rare que le monde m'envoie des questions, mais je peux répondre à vos questions. OK? Connais-tu ton ratio d'endettement? OK? J'ai un problème avec le mot enseignement, on dirait. Donc, ton ratio d'endettement. OK? Donc, c'est important de le connaître parce que l'institution prêteuse va regarder ça, va regarder toutes les dépenses, les dettes que tu as, va aller voir justement au bureau financier chez Equifax, chez TransUnion, c'est quoi toutes les dettes, c'est quoi qui est là. On va aller voir ta cote de crédit et selon ton ratio d'endettement, tu vas l'avoir ou tu ne l'auras pas, ton prêt. OK? Bon, je vais passer à d'autres choses. On dirait que je suis bloqué dans ma tête. Assurance hypothécaire. Là, je parle au niveau résidentiel. C'est sûr qu'au niveau commercial, édifice à revenus, c'est une autre histoire. Je te dirais, tu es mieux de la prendre, OK, pour différentes raisons. Mais pour une maison unifamiliale, quelque chose de résidentiel, quelque chose
bigénérationnelle, OK? Une maison générationnelle, OK? C'est préférable d'avoir des bonnes assurances personnelles. OK? Donc, ce qui va arriver, c'est que si tu prends l'assurance hypothécaire que l'institution veut te vendre ou te proposer, ça va te coûter entre presque entre 2 et 3 du montant de ton prêt hypothécaire. Donc, ton prêt va te coûter plus cher. Ta maison, sur 20-25 ans, même si tu renouvelles aux 5 ans, va te coûter beaucoup plus cher sur le long terme. OK? Souvent, ça va coûter moins cher avoir une assurance vie personnelle, une assurance temporaire. Bon, peu importe si c'est une assurance complète, temporaire, tout ça. Un sujet que je vais parler éventuellement dans une prochaine vidéo pour démystifier ça un petit peu, les différences. Donc, si tu n'as pas d'assurance vie, tu n'as pas d'assurance, peut-être dans ce cas-là, prends l'assurance hypothécaire parce que tu ne veux quand même pas que si toi tu disparais, laisser ta famille dans le trouble. Mais c'est préférable d'avoir une assurance personnelle. Ça coûte moins cher aussi sur le long terme. OK? Donc, cette assurance-là, en fait, elle protège le créancier. Donc, ça garantit que si la personne disparaît pour X raison, elle tombe malade, la personne ne peut plus faire ses paiements, c'est la compagnie d'assurance qui va rembourser la banque ou la caisse sur ce qui reste à payer de l'hypothèque. Toi, tu n'as aucun avantage là-dedans, ni toi ni ta famille. C'est pour ça que c'est à éviter autant que possible. Okay? J'ai mis l'information ici, mais selon ton âge, selon ta situation, ton état de santé, si tu es déjà malade, prendre une assurance vie, ça coûterait trop cher. Si tu as 50 ans, 45, 50 ans et plus, des fois, ça peut être préférable de prendre l'assurance hypothécaire. OK? Juste pour te protéger, protéger ta famille. Là, ça va revenir moins cher que d'avoir une assurance personnelle. Ça devient un peu du cas par cas. On pourrait dire ça comme ça. OK? Et ça, ben, des fois, avec un bon courtier, un bon courtier, un bon conseiller en immobilier, ça peut aider pour peser le pour et le contre. OK? Et là, on te souhaite bienvenue dans ta nouvelle maison. Yes, enfin, tu es dans ta nouvelle maison, mais Colin, il y a quelque chose qui est chiant, il y a quelque chose qui n'est pas le fun. OK? Tu vas recevoir une petite lettre avec une petite facture qui va représenter plus ou moins entre 1 et 2 de ton prêt hypothécaire. Et ça, c'est plate un peu. OK? Donc, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc, si tu as payé ta maison 350 000, 400 000, ben, tu vas recevoir une facture de peut-être 4 500 à payer, ce qu'on appelle la taxe de mutation. OK? Pourquoi qu'elle est là? Je ne sais pas. Oui, je le sais, puis en même temps, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir, mais c'est encore une taxe, bien entendu, qui n'a rien à voir finalement avec le ministre Bienvenu, apparemment. Donc, voici un petit peu l'information ici, comment ça fonctionne. J'ai mis le tableau si des fois tu cherches une maison. Fait que selon le prix que tu vas, en fait, le montant d'hypothèque que tu vas avoir, voici le pourcentage que tu vas payer. Et ici, il y a un exemple. Donc, si tu payes ta maison 55 200 avec ce taux-là, ça va te coûter ça. Si tu payes ta maison presque 300 000, 1,5, ça va te coûter 4 000 de taxes de bienvenue. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai mis le lien de Éducalois, site vraiment très intéressant qui vulgarise bien aussi la loi par rapport à toutes sortes de situations. Donc, un site à connaître si jamais tu ne le connaissais pas. OK? Ensuite, on fait des mathématiques. Donc, une fois que tu as toute l'information, que tu sais où ce que tu t'en vas, tu as trouvé l'emplacement, tu as trouvé la maison, tu as ta qualification, tu sais que tel prêt, tu vas l'avoir, ta cote de crédit, que tout est correct. OK? Euh, Maintenant, c'est le temps de calculer. OK? Combien est-ce que ça va te coûter? Combien est-ce que ta maison va te coûter par mois avec toutes les dépenses? J'ai mis plusieurs liens ici qui permettent de calculer. Tant qu'à moi, Hard Bacon est un des meilleurs. Si tu veux de l'information sur tous les comptes, les cartes de crédit, les transactions, les assurances, lequel qui est le mieux, lequel qui est pas bon, lequel qui est merveilleux, lequel qui est pourri, n'importe quoi, c'est quoi les meilleurs taux d'intérêt, tous les calculs de placement, de taux de retraite, de tout ça, c'est tout là-dessus. C'est un site vraiment fantastique, tout est là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le meilleur, tant qu'à moi. Donc, tu vas, avec ce site-là, pouvoir calculer, faire des simulations avec l'hypothèque, les taxes, puis tout ça, de combien ça va te coûter réellement. C'est sûr que ça va te coûter plus cher qu'un logement. OK? C'est clair.
Mais tout dépendant sur le long terme, vu qu'une maison, ça prend de la valeur, qu'elle soit à revenu ou pas, ça prend toujours de la valeur dans l'immobilier jusqu'à date. Donc, c'est toujours mieux en général. Un logement, c'est que des fouilles, ça coûte moins cher vraiment. C'est juste que tu sais pas, le propriétaire peut décider de te mettre dehors, il peut décider d'augmenter ça tout d'un coup, il peut décider bien des choses et là, c'est malaisant un peu. Donc, ça peut te mettre dans une situation vraiment de trouble, malheureusement. OK? Euh, une fois que tu vas avoir acquis ta maison, ta première maison, ou ta deuxième première maison, selon le cas, tu as droit à des crédits d'impôt au provincial ou au fédéral. OK? Donc, j'ai ici, ils vont mentionner les montants. Tu peux aller chercher, je pense qu'au Québec, c'est 700 puis au fédéral, je pense que c'est jusqu'à 1500. En tout cas, j'ai mis le lien ici avec les informations. Va regarder ça. Donc, quand tout va être fait, tout va être réglé, que la maison va vraiment t'appartenir une fois que tu vas avoir signé les papiers chez le notaire. Vérifie que ton comptable, c'est un comptable ou si tu fais faire par la personne qui fait tes impôts, que cette personne-là aille remplir, faire la demande de la case. C'est tout expliqué ici sur le site pour aller chercher cette espèce de crédit-là ou de subvention-là. OK? C'est bien important. Ça peut être intéressant. Là, tu peux recevoir jusqu'à 2 000 à 3 000 là, selon le cas. Ça se prend bien. Avant d'acheter, puis après, une fois que tu l'as. OK? Est-ce qu'une hypothèque, c'est mieux pour toi ou c'est mieux un loyer? Chaque circonstance est particulière, c'est du cas par cas. Il y en a qui veulent la liberté. Si tu es en couple, tu es en famille, si tu ne sais pas si ça va durer ton affaire avec l'autre, ben, tu es peut-être mieux d'être en logement. C'est vraiment plus simple quand il y a une rupture. Quand il y a une maison, c'est un peu plus compliqué. Si par contre ça va bien, tu dis, ben moi, je vais peut-être déménager, je voyage beaucoup, ça se peut que j'aille travailler dans un autre pays, peut-être mieux de ne pas t'acheter une maison puis de rester en logement dans ce sens-là. Donc, chaque cas est particulier. J'ai mis des liens ici qui t'aident, qui peuvent aider à décider si c'est mieux de rester à location ou si c'est mieux d'acheter. OK? Et ça concerne, tu sais, tu peux être plusieurs à acheter. Vous pouvez être plusieurs partenaires à acheter une maison. OK? Vous n'êtes pas obligé d'être, t'es pas obligé d'être tout seul, d'être deux. Ça peut être plusieurs aussi. OK? Maintenant, on va calculer un petit peu pour voir si ça vaut vraiment la peine sur le moyen et long terme. OK? Un logement, là, tout dépendant. Là, ça l'a beaucoup joué. Euh, tu peux payer pour un 4,5 maintenant un peu partout au Québec, même dans les régions plus loin. Ça peut aller jusqu'à 1500 par mois pour un 4,5. OK? Ce qui est un peu épouvantable, mais c'est la réalité. Mais fais-toi-en pas. En Ontario, à Toronto, c'est 2 fois ce prix-là pour la même affaire. Donc, c'est quand même pas pire de ce point de vue-là. OK? Donc, tu payes ton loyer, tu as tes assurances, tes frais mensuels, toutes tes choses. Peut-être qu'au bon mot, ça va te coûter entre 2000 et 2500, peut-être 3000 par mois, la bouffe, la carte opus, selon le cas, toutes tes choses. OK? Si tu achètes, premièrement, il faut prévoir des petits montants avant même, si on veut, l'acquisition. OK? Il faut que tu prévois entre 1000 et 1500 pour les frais de notaire. Ça peut être plus haut que ça peut être plus bas, OK? Mais il faut que tu prévois un 1000-1500 de frais de notaire que tu vas payer une fois. Il faut que tu prévois un 250, 300 jusqu'à 500 de frais d'inspection. Tu dois faire inspecter l'habitation que tu veux parce que si tu ne la fais pas inspecter et qu'il y a des problèmes après, c'est toi qui vas être pris avec. Je ne rentre pas dans les détails, OK, mais c'est toi qui vas être pris avec. Donc, c'est mieux de faire une inspection et j'ai mis un lien sur une autre page pour comment ça fonctionne les inspections. OK? Et les droits de mutation, donc ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Donc, si ta maison est 400 000, 450, non, 400 000 plus ou moins, bien, ça va te coûter à peu près ça de taxe de mutation. Fait que tu as déjà un 5 000 presque 6 000 et tu ne l'as pas nécessairement acheté encore. Fait que tu as un 6 000 déjà que tu dois avoir de côté, prêt seulement pour l'acquisition. Ça, c'est très important. Il faut que tu t'arranges pour avoir un 6 000 OK? Après ça, tout dépendant de ton hypothèque, tout dépendant du cash down que tu as mis, il faut que tu calcules combien que ton hypothèque va te coûter par mois. OK?
Donc, si ton hypothèque est 400 000, ça va te coûter 350-400 000, ça peut te coûter jusqu'à 3 000 par mois, tout dépendant. J'ai mis les chiffres à peu près, mais ça peut donner une idée. OK? Là-dessus, ben, quand tu es propriétaire, tu as des taxes municipales et tu as des taxes scolaires à payer. Il faut les ajouter, tout dépendant de la région où tu habites. À Montréal, tout dépendant des secteurs, c'est des taxes à peu près 5 000 par année. OK? Terrebonne, Longueuil, Mascouche, Laval, ça va jouer entre 2005 et 4000, 4005 à peu près. Ça dépend du secteur de la région. Blainville, ça va être un peu plus cher. Donc, ça dépend quelle région tu choisis. Si tu vas loin, 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 loin au Québec, bien là, ça se peut que ça soit juste 2000, 2005. OK? Mais il faut le calculer quand même. OK? Des taxes scolaires, à peu près. Les assurances bâtiments. Quand tu es locataire, tu as une assurance personnelle pour tes biens personnels. Tu as une assurance responsabilité jusqu'à 2 millions normalement, mais tu n'as pas une assurance bâtiment nécessairement. C'est le propriétaire qui s'occupe de ça. Mais là, c'est toi, le propriétaire, donc c'est toi qui vas le payer. OK? Plus tes biens personnels, plus les autres choses, plus tes assurances à toi. OK? Fait que c'est des frais qui se rajoutent. Et bien entendu, tout le reste, la bouffe, l'auto, les lumières, les dépenses, toute l'électricité, tout ça. OK? Fait que ça vient vite. OK? Ça vient vite. Il faut le calculer. Mais écoute, si tu es capable de le payer, c'est merveilleux. Parce qu'à long terme, c'est quand même mieux ça que de rester en logement dans ce sens-là. OK? Fait que, à ce temps que tu as ton chez toi et que tout va bien, profites-en. Tu vas peut-être avoir besoin d'une tondeuse, d'une souffleuse, des outils, un chauffe-eau. Nous, notre chauffe-eau, il a lâché il n'y a pas longtemps. Ben, il a lâché à moitié, mais par prévention, je l'ai fait changer avant qu'il lâche. C'est 1000 pièces un chauffe-eau, là. Ça va vite, là. Un bon chauffe-eau, je parle, là, c'est 1000 pièces. Les gars, ils rentrent, ils sortent le vieux chauffe-eau, ils mettent le nouveau, clic, 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 ça prend même pas une heure, 1000 pièces. Et voilà, c'est réglé. OK? Mais j'ai pu prendre une douche chaude après. OK? Fait que j'étais bien content. Fait que ça va vite. Thermopompe, si tu veux l'air climatisé chez toi, que ça ne te coûte pas trop cher. Même si tu veux chauffer l'hiver un peu, une thermopompe peut te chauffer aussi. Donc, c'est tous des frais que normalement, quand tu es locataire, tu n'as pas à payer. Ça vient avec, mais quand tu es propriétaire, tu dois les payer. Au final, si tu calcules bien tout ça, est-ce que tu fais une bonne affaire ou pas? À toi de voir. Ça va te prendre un char pour te déplacer. Des fois, ah, ça me coûte pas cher. Ouais, c'est vrai, mais là, tu es obligé d'avoir un auto, le gaz, les réparations. Mais même si c'est un auto électrique, ton auto électrique, elle te coûte de l'électricité et c'est sûr que les tarifs électriques vont monter éventuellement. OK? Même que tout le monde en ait une, ce sera plus spécial, les prix vont monter, c'est sûr. OK? Donc, c'est quand même des dépenses à prévoir. Quand tu n'avais pas d'auto, ben, peut-être que ça te coûtait moins cher. Là, ça te coûte moins cher peut-être, mais tu as un auto. Fait que là, peut-être que ça coûte plus cher finalement tes mensualités. OK? Nous, le logement qu'on avait sur le plateau Mont-Royal à Montréal nous coûtait beaucoup plus cher que l'hypothèque qu'on a actuellement. OK? On n'avait pas besoin d'auto, c'est vrai, on avait une quand même, bon, mais on avait le transport en commun. Ici, ben, ce qu'on est maintenant, ça prend une auto. Ça revient à peu près égal, mais c'est quand même le fun de savoir que tu as une hypothèque, puis que ça te coûte moins cher qu'un logement, puis que ça te reste au bout du compte ou ça reste à ta postérité par la suite. OK? C'est ça qui vaut la peine aussi. OK? Donc, as-tu besoin d'une auto? Pas besoin d'une auto. Il faut le compter dans la dépense. As-tu pensé à tous les frais, le notaire, taxes de mutation, les frais d'inspection? As-tu calculé tes taxes municipales, tout ça? Quand tu fais une hypothèque, souvent l'institution financière va te proposer que dans ton paiement mensuel ou aux 2 semaines, que tes frais de taxes municipales et scolaires soient inclus dans le paiement. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Pour certaines personnes, c'est mieux. Puis il y en a qui préfèrent les payer quand le compte arrive, libre à toi. Mets la meilleure mise de fonds que tu peux, mets le plus haut montant possible que tu peux pour avoir un emprunt le plus bas possible, surtout avec les taux d'intérêt qu'on a là actuellement. OK. Euh, Si tu as un comptable ou une personne qui fait les impôts pour toi, n'oublie pas de mentionner que tu viens de t'acheter une maison et que tu aimerais bénéficier du crédit d'impôt au provincial ou au fédéral. Tu peux aller chercher jusqu'à 2000, 2005, plus ou moins, là, tout dépendant de la maison, tout dépendant de l'emplacement, tout dépendant de la ville, tout dépendant de ta situation, de différentes choses. OK? Ça, c'est le comptable qui va te le dire. OK? Avant de penser à emprunter, est-ce que ta cote de crédit est au moins à 750? Si oui, comme je disais tantôt,
c'est parfait. Si elle est en bas de 700, là, c'est toi qui vas faire ça pour essayer d'avoir un emprunt. OK? Il va te coûter plus cher en plus si c'est accordé. Et ton ratio d'endettement, on parle souvent de 35 moi je l'ai mis à 30 30 c'est un chiffre magique. OK? C'est vraiment un chiffre magique. Dans les budgets, dans l'informatique, dans la technologie, même c'est un chiffre magique. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, mais 30 OK? Euh, Est-ce que tu vas payer ton hypothèque aux 2 semaines? Tu vas clairer ta maison beaucoup plus vite parce que les paiements aux 2 semaines vont clairer les, pas le capital, mais les intérêts un petit peu plus vite. Fait que tu peux sauver un 3-4 ans de paiement sur les 25 ans au total que tu prends ou sur les 20 ans que tu prends pour payer. Okay? Donc, ça peut valoir la peine. Quel taux tu vas prendre? Il faut décider quel taux tu vas prendre. Si le taux est très haut, tu peux prendre un taux fixe, mais 1 an, le moins longtemps possible, ou tu peux prendre une chance de prendre un taux variable. Là, ça devient un jeu de loterie, de gambling un peu, parce que tu as des chances que ça baisse. Fait que là, si tu prends variable, tu vas te retrouver gagnant par rapport à quelqu'un qui a un taux fixe plus haut que quand le variable est plus bas. OK? Là, des fois, c'est vraiment du gambling. OK? Mais il faut que tu te décides parce que c'est ça qui va déterminer ton prêt. Ton renouvellement en 3 et 5 ans, ça dépend du marché. Tu peux renouveler un prêt en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Généralement, c'est 5 ans, c'est 48 mois ou 60 mois, tout dépendant. OK? Et à chaque année, généralement, tu peux donner jusqu'à 10 du montant d'hypothèque pour baisser justement soit tes intérêts, soit ton capital, ou doubler tes paiements tous les mois si tu veux, sans pénalité. Ton assurance, es-tu couvert? Donc, est-ce que ce soit ton assurance vie, que ce soit permanent, temporaire, là, universel, peu importe le sort d'assurance que tu as, est-ce que ça couvre tes biens matériels? Est-ce que ça couvre ta maison? Dans le sens que si toi, tu disparais, est-ce que ta famille est en sécurité? C'est ça. Et si tu es obligé de prendre l'assurance hypothécaire que l'institution financière veut te proposer, au pire, prends-la. L'important, c'est que si tu n'es plus là, ta famille n'ait pas de problème. C'est ça le target, c'est ça le but. OK? Ton offre d'achat doit être conditionnelle à la vente de ta maison actuelle si tu en as une. Mais là, si c'est ta première maison, normalement, tu n'as pas déjà de maison, généralement. OK? Et ou par rapport au rapport d'inspection. OK? Donc, c'est important le rapport d'inspection. C'est important de payer le 300-400 que ça demande parce que normalement, l'inspecteur va te remettre un rapport établi en plusieurs pages. Il peut être épais comme ça à peu près, mais tu as tous les détails et ça va déterminer si tu achètes ou pas et ça va te libérer de toute responsabilité. OK? Si tu décides de revirer de bord, de ne pas faire la transaction. Si tu ne l'as pas et que tu fais la transaction, c'est très, très difficile après ça de se dégager de ça. Donc, c'est important et c'est important de le mettre dans l'offre d'achat. Ça dépend du rapport d'inspection. Si tu n'es pas content, tu n'es pas contente, tu n'achètes pas, puis ça finit là, puis ça finit, ça l'arrête. OK? Les pénalités, si tu vends ta maison ou si tu te divorces, tu te sépares ou peu importe, dans les premiers 5 ans, souvent, ça va te coûter plus cher parce que l'institution prêteuse, en fait, perd de l'argent parce que là, toi, tu t'en vas. Fait que, au niveau des intérêts que l'institution aurait fait sur les 5 ans, il y a une perte, donc tu vas payer en fait une pénalité sur cette perte-là que l'institution financière va faire. Donc, essaye de ne pas te séparer, de ne pas divorcer les premiers 5 ans ou peu importe où de vendre ta maison, à moins, à moins que tu n'aies pas le choix. Là, si ta vie est en danger, c'est peut-être à considérer dans ce sens-là. OK? Et si ton habitation est à revenu, tu as un duplex, triplex, quadriplex, là, je ne rentre pas dans les blocs appartements et les bâtiments commerciaux. Là, ça, ce n'est pas à propos de ça. OK? Les lois sont un peu différentes, les stratégies, si on veut, sont un peu plus différentes. Mais pense aux impôts fonciers. Donc, si tu achètes un duplex, triplex, tu as des logements, tu vas louer. Donc, tu as des revenus qui viennent de ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand tu fais tes rapports d'impôts, ben, tu déclares, ça va peut-être te coûter un peu plus cher d'impôts. Et quand tu vas vendre, quand tu vends une maison unifamiliale, tu ne payes pas de l'impôt dessus, mais quand tu vends un édifice à revenu ou une maison à revenu, tu vas payer 50 en gain en capital. Okay? Donc, si tu fais un 100 000 de profit sur la vente, ben, tu vas payer de l'impôt, ton taux d'imposition standard normal, tu vas payer l'impôt sur 50 000 Donc, si tu fais 100 000 de profit de la vente, tu vas payer de l'impôt sur 50 000 donc 50 de ton gain en capital à ton taux
d'impôt standard là, que tu payes selon le cas. OK? Donc, c'est des choses à considérer et à penser. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Pour la présentation, c'est terminé dans ce sens-là. Et un petit document que j'aimerais te présenter aussi. Petit document Excel aussi qui va être disponible dans les liens de la vidéo, là, dans la description un petit peu plus bas plus tard. OK? La simulation est approximative. Ça ne donnera pas le montant exact que vous allez trouver sur les sites de calculatrices Internet parce que le calcul n'est pas exactement pareil. J'utilise la fonction VPM, mais quand je calcule au mois, je ne calcule pas, moi, les mois qui finissent le 31, le 30 ou les années bissextiles. Fait que le calcul n'arrive pas pareil, mais il y a peut-être un 10-15 $ de différence. OK? L'idée, c'est de donner une idée. OK? Je l'ai mis sur 5 ans. OK? 60 mois, je l'ai mis sur 5 ans. OK? C'est juste pour donner un petit exemple. Donc, si ton taux d'intérêt est 5 tu prends 5 ans pour payer ta maison de 450 000. Oui, ça va te faire des gros paiements, c'est sûr, mais tu vas vraiment payer ton capital et tu vas payer beaucoup moins d'intérêts. OK? Et en 5 ans, tu vas clairer ta maison. Ça va te dire exactement combien tu payes en intérêt, combien tu payes en capital. OK? Selon ce qui va être payé et combien ça va baisser ensuite ton montant. OK? Donc, plus que tu en donnes sur le capital, plus que ça baisse, puis plus que tu vas clairer ta maison vite. OK? Si tu prends 10 ans pour payer ta maison, OK? Toujours, on va laisser un taux de 5 C'est sûr que si je mets le taux plus haut, ça va coûter plus cher. Je pense que je n'ai pas besoin de le montrer ici. 10 ans. Bien, là, ici, je ne l'ai pas mis sur 10 ans. Il faudrait rajouter. OK? Mais là, tu vois, tu payes quand même plus de capital que d'intérêt, mais ça se rapproche un peu. OK? Si tu prends 15 ans pour payer, là, tu payes moins de capital, tu payes un petit peu plus d'intérêt. La majorité des gens prennent 20 ou 25 ans. Je vais le mettre au pire 25 ans. Alors, ça, c'est abominable, OK? Mais la majorité du monde sont là en général. Surtout si vous pouvez donner juste 5 ou 10 de cash. Pour ça que c'est important de donner le plus de cash possible. Ce que tu payes en intérêt, ce que tu payes en capital. Fait que ceux qui prennent 20-25 ans payer leur maison, une maison de 400 000, ça se peut qu'elle coûte 150-200 000 de plus, tout dépendant, là, avec tous les frais et tout ça. OK? Fait que l'idée, c'est de payer le plus vite possible, le moins possible. J'espère que cette petite présentation-là répond à tes questions. Puis, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine.